Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je vous présente un nouvel épisode sur le thème des orages, de la pluie et du vent dans les Pyrénées. Je suis toute seule, je randonne sur mon Survivor Tour, sur mon Tour de France à pied contre les violences sexistes depuis 3 mois. Et aujourd'hui, c'est un peu l'épisode bilan de mon été sur le Survivor Tour dans les Pyrénées, sur le GR10. Je vous dis ce que j'ai enduré au niveau météorologique et comment j'ai survécu à tout ça. Moi, je suis Marie-Albert. J'ai toujours 29 ans. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Et je me définis comme une femme cisgenre célibataire, pansexuelle, jeune, blanche, française, mince, valide et athée. Alors, au moment où cet épisode sort, en fait, je termine le GR10. Le jour où cet épisode sort, le 26 septembre 2023, théoriquement, j'arrive à Banyuls-sur-Mer. Banyuls-sur-Mer qui est le point final du GR10. Le GR10, c'est le sentier qui traverse les Pyrénées, la chaîne de montagnes de l'océan Atlantique. Je suis partie de Hendaye le 1er juillet 2023. Et après 922 km, le GR10 se termine à Banyuls-sur-Mer, donc au bord de la mer Méditerranée. Pourquoi j'ai fait ce chemin dans les Pyrénées ? Parce que mon Tour de France à pied, je l'ai démarré en 2020 à Dunkerque, dans le nord, et j'ai déjà fait toute la côte atlantique à pied, et maintenant j'étais obligée de faire les Pyrénées, puisque le Tour de France, c'est le tour des côtes et des frontières. Voilà. Je viens de faire 922 km à pied. Moi, je compte plutôt autour de 1000 km parce que j'ai fait plein de détours pour trouver des endroits où bivouaquer, trouver des campings, trouver des restaurants, trouver des épiceries. Ce sentier du GR10, théoriquement, ça se fait en 45-50 étapes. Moi, j'ai plutôt fait environ 68 étapes parce que je fais des petites étapes. Et ça m'a pris 3 mois parce que j'ai fait aussi une vingtaine de jours de pause sur ces 68... j'ai fait 68 étapes et 20 jours de pause en plus, je pense. Je suis partie donc le 1er juillet et j'arrive à Banyuls-sur-Mer fin septembre 2023. J'ai traversé 5 départements, j'ai traversé les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Et au 26 septembre 2023, donc le jour où sort cet épisode, je peux dire que j'ai marché déjà 235 jours depuis le début de mon Survivor Tour à Dunkerque en 2020 et que j'ai fait à peu près 4150 km depuis Dunkerque, donc depuis la frontière belge. La traversée des Pyrénées, pour moi, ça a été l'étape la plus difficile. Ça a été la randonnée la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Parce que le GR10, c'est extrêmement difficile. J'ai parlé à beaucoup de randonneuses dans les Pyrénées, dont certaines ont déjà fait et le GR10 dans les Pyrénées et le GR20, qui est un autre sentier de grande randonnée en Corse. Et elles m'ont dit que le GR10 dans les Pyrénées, c'est encore plus dur que le GR20 en Corse parce que c'est plus long, vu que ça fait 922 km. Et surtout, ça fait 50 000 mètres de dénivelé positif. Donc le dénivelé positif, c'est l'ascension totale. Et le GR20 en Corse, il y a moins de dénivelé et ça dure que 15 jours, je crois. Donc c'est beaucoup plus court, même s'il y a des parties plus techniques. Alors, juste pour vous rappeler, le GR, c'est l'abréviation de grande randonnée. Donc c'est un sentier de grande randonnée. GR numéro 10. Pour moi, c'est donc le sentier de randonnée le plus difficile de France métropolitaine, parce qu'il est long donc, et parce qu'il est très dénivelé. S'il y a 50 000 mètres de dénivelé positif, ça veut dire qu'il y a aussi 50 000 mètres de dénivelé négatif, puisqu'on revient au niveau de la mer. Dans cet épisode, je vais vous parler de météo, car c'est assez impressionnant à raconter, ça fait de bonnes anecdotes, et j'en ai pas forcément parlé autant que je voulais dans mes stories sur Instagram parce que ou dans les autres épisodes de Sologamy parce que sur le moment quand je vis des conditions météo difficiles, je ne pense pas à enregistrer des podcasts ou à prendre des photos ou des vidéos. Mais pour être honnête, ce qui m'a fait le plus souffrir dans les Pyrénées, c'est le dénivelé
et les sentiers techniques, c'est-à-dire qu'en fait le GR10 c'est un sentier qui descend dans les vallées et qui remonte sur les cols, sur les pics, sur les sommets, et donc on passe notre temps à descendre et à monter tous les jours. Alors c'est intéressant de descendre dans les vallées, ne serait-ce que pour croiser des villes, des villages, pour se ravitailler, pour trouver des campings, mais le problème c'est que ça casse les pattes, et notamment les descentes. En fait c'est incroyable, mais je déteste plus les descentes que les montées. Il y a quasiment pas de plat sur le GR10 et les descentes ça défonce les genoux en fait, hein. Donc à l'heure où je vous parle, mes genoux sont morts et enterrés et enfin c'est façon de parler. Et puis pour revenir au sentier technique, c'est pas seulement qu'on monte et qu'on descend, c'est que le sentier est toujours difficile. Donc c'est toujours des rochers, des petits cailloux, des gros cailloux, des cailloux instables, des racines d'arbres, des sentiers pas droits, qui penchent d'un côté ou de l'autre, qui sont trop petits, qui sont glissants. Je suis tombée un nombre incalculable de fois, notamment dans les descentes en glissant. Je suis tombée sur les fesses. Donc on peut pas. En fait, je dois toujours regarder là où je mets les pieds et je peux pas juste avancer en me disant ah je suis sur une route, je vais tout droit. C'est une concentration de chaque instant. Et ce matin encore, je randonnais en tenant mon téléphone dans la main parce que j'essayais de télécharger des podcasts et c'était un rare endroit où j'avais du réseau. Et en fait, je suis tombée d'ailleurs et je me disais que c'était trop dangereux de marcher en ayant le téléphone dans la main parce que si encore tu peux faire ça en ville, sur un trottoir, même si c'est dangereux, sans mourir, bah en fait là, techniquement, je peux tomber dans un ravin si je tiens mon téléphone dans la main et que je vois pas là où je pose les pieds. Donc c'est vraiment hyper compliqué et j'avance vraiment à 2 à l'heure. Et quand je dis à 2 à l'heure, c'est vraiment à 2 km/h j'avance. Parce que je ne peux pas avoir un rythme de croisière. Et tout à l'heure, j'avais une portion d'étape particulièrement agréable où c'était du bitume et donc j'avançais beaucoup plus vite parce qu'on va beaucoup plus vite sur le bitume que sur de la terre, et en plus c'était pas plat mais c'était descendant, légèrement descendant, donc en fait je pouvais juste tracer sur du bitume et j'ai trop kiffé quoi, et je suis allée à fond. Et les randonneuses en général me disent ah non, du bitume j'aime pas ça, et moi je suis en mode mais enfin le GR10, il y a quasiment pas de bitume. Les rares portions de bitume, moi, j'adore, quoi. Pour une fois, je peux faire du 4 km/h, du 5 km/h. Tout à l'heure, j'allais à 6 km/h. Enfin, c'était exceptionnel avec mes bâtons de marche. Et donc, je kiffe parce que le reste du temps, je suis juste en train d'aller à 2 à l'heure et c'est un peu déprimant. Au moment où j'enregistre cet épisode, précisément pour vous donner un aperçu, je suis au bord d'une rivière, dans une forêt. Voilà. J'aime bien vous donner les petits coulisses à chaque fois. Et non, je n'ai pas rencontré d'ours. Sniff, dans les Pyrénées. Il faut savoir que d'après un spécialiste que j'ai écouté dans un podcast, j'ai à peu près une chance sur 1 million de tomber sur un ours dans les Pyrénées. C'est comme gagner au loto parce que y en a pas beaucoup et qu'ils évitent les humains, et surtout ils évitent le GR10 parce qu'ils savent qu'il y a du monde, quoi. J'ai pas vu d'isards non plus. Les isards, c'est les chamois des Pyrénées. Il y a pas de chamois dans les Pyrénées. Ça s'appelle des isards. Mais il y a une portion où j'ai vu beaucoup de marmottes. J'ai vu énormément de vautours fauves et d'autres rapaces. J'ai vu des écureuils. À midi, j'ai vu un pic, un oiseau qui pique le tronc d'un arbre avec son bec. Je sais pas de quel nom de l'espèce c'était, précisément parce qu'il était de toutes les couleurs. Et puis bien sûr j'ai vu plein de chevaux, de vaches, de moutons d'élevage. Une fois j'ai aussi vu, parce qu'il y a beaucoup de pâturage dans les Pyrénées, et une fois j'ai vu aussi une biche en bivouac dans une forêt, et une autre fois j'ai vu un chevreuil dans une forêt. Mais ça c'est moins exceptionnel parce qu'on peut aussi en voir hors des Pyrénées. Pour revenir à la météo, je voudrais vous raconter 4 anecdotes. Donc la première, ça s'est passé à Cauterets. Cauterets, c'est une ville dans les Hautes-Pyrénées, et en fait c'était au mois de juillet, donc je vous raconte chronologiquement les anecdotes en rapport avec la météo. Donc j'étais au camping à Cauterets et je me pose, je monte ma tente, je prends ma douche, et là il commence à pleuvoir et je sors de la douche, je vais sous ma tente, et là énorme orage, genre pluie torrentielle, tonnerre, éclair et tout pendant 3-4 heures. Et en fait, ma tente, je l'avais jamais testée dans des conditions pareilles, donc je me demandais si elle pouvait tenir vraiment le choc. Et la réponse est non.
Puisqu'au bout de 3-4 heures, il y avait de l'eau qui rentrait par les côtés, enfin qui rentrait, c'est-à-dire qu'en fait la toile de tente était imbibée d'eau, même si a priori elle est imperméable. Au bout de 3-4 heures de pluie torrentielle, elle était imbibée d'eau, donc l'eau elle commençait à rentrer par l'intérieur en fait, et donc à mouiller mes autres affaires. Heureusement j'ai des sacs étanches et tout, mais si ça s'était pas arrêté, je sais pas comment j'aurais fait pour dormir. Parce que dormir quand tu sais que potentiellement tu vas te réveiller, ton sac de couchage sera imbibé d'eau, et mon sac de couchage il est pas fait pour être imbibé d'eau vu que c'est du duvet, c'est du canard, c'est des plumes de canard, c'est pas du tout pratique à sécher. Et puis surtout dormir quand il y a la pluie torrentielle, c'est impossible au niveau du bruit, donc j'étais vraiment pas bien. Je me sentais vraiment pas bien du tout, et puis finalement au bout de 3-4 heures ça s'est arrêté et j'ai dormi. Et puis le fait que j'étais au camping, je me suis dit bon, au pire du pire, enfin voilà, je savais que les gens autour de moi ils vivaient exactement la même chose, les autres gens qui étaient dans leur tente, et puis je sais au pire on pouvait s'abriter à un autre endroit du camping, dans du dur, dans des bâtiments. Donc j'étais pas spécialement inquiète, mais je me suis dit en fait si ça m'arrive en montagne, parce qu'il y a un peu cette peur d'avoir un orage quand on est en altitude, sur un pic ou quoi, ou sur un col, parce que on peut prendre la foudre. Donc j'aurais pas été du tout rassurée si ça m'était arrivé en haute montagne, ou que au milieu de la nuit, je suis toute seule au milieu de nulle part, et là je me prends un énorme orage sur la gueule. Franchement j'aurais pas été bien. Donc voilà, ça c'était mon petit échauffement à Cauterets. Deuxième anecdote que je voulais vous raconter, c'était en Ariège, donc un mois plus tard, au mois d'août. Je crois même que c'était début septembre peut-être. Non, c'était peut-être fin août. Fin août, ouais. J'étais à Aulus-les-Bains, c'est une ville en Ariège, un village. Et donc j'avais passé 2 nuits dans un gîte, enfin dans un appart hôtel, parce que je savais qu'il allait pleuvoir et c'était mes 2 jours de pause, donc enfin mes 2 nuits de pause. Donc j'avais bien eu le flair de prendre un toit, sachant que je me paye un toit environ 1 fois par mois. Le reste du temps, je dors sous ma tente toute seule. Puisque mon Tour de France à pied contre les violences sexistes, le but c'est de me réapproprier l'espace public en tant que femme seule et de me défendre face aux potentielles violences que je pourrais subir, en utilisant l'autodéfense féministe, CF tous les épisodes précédents de Sologamy. Et donc à Aulus-les-Bains, un matin, je dois repartir tout simplement parce que une petite tique qui essayait de me piquer. Bref. Donc à Aulus-les-Bains, le matin, je devais repartir et il pleuvait non-stop. Et je savais que toute la journée, il allait pleuvoir. Et que je devais monter, je sais plus, à 2000 mètres d'altitude et qu'on était à 1000 mètres d'altitude. Et donc toute la journée, je devrais monter sous la flotte. Et c'était déprimant. Et plutôt que de rester à l'appart-hôtel, je suis partie. Donc là, je pars et en fait, je vais à la poste pour envoyer un truc. Et la meuf de la poste, en voyant partir sous la pluie, me dit « Mais attendez, il pleut, vous voulez pas des sacs poubelles pour vous protéger ?» Donc elle commence à découper un sac poubelle pour l'enrouler autour de mes pieds. Comme ça, je pourrais garder les pieds au sec dans mes chaussures. J'avais jamais testé cette technique des sacs poubelles autour des chaussettes. Et du coup, je repars sous la flotte, je commence à monter. Bon, déjà, je me perds parce qu'en fait, je regardais pas les signes, les balises sur les arbres. Donc finalement, j'arrive à retrouver le GR10, oui. Et je commence à monter dans la forêt. Et là, bien sûr, au bout de 10 minutes, mes pieds étaient mouillés. Non pas parce que le sac plastique n'avait pas fonctionné, mais tout simplement parce que je suais dans mes chaussettes. Et d'avoir un sac plastique autour des pieds, c'est absolument stupide, puisqu'en fait, du coup, ma sueur ne peut pas s'échapper. Et donc, j'avais les pieds mouillés. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai eu les pieds tellement mouillés que c'est pas 2 pauvres morceaux de plastique qui allaient empêcher quoi que ce soit. Donc, je parle des chaussures. Et donc, je commence à monter. Et là, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je vois arriver dans l'autre sens des meufs que j'avais croisées à l'appart-hôtel, enfin à l'hôtel. Et elles étaient arrivées la veille. Elles étaient hyper motivées. Je crois qu'elles s'appelaient Joël et Delphine, un truc comme ça. Et je leur avais dit, mais vous savez, demain il pleut et tout. Et elle m'avait dit, non, mais tranquille, ils annoncent pas tant de pluie que ça et tout. J'étais en mode, bah si. Et en fait, c'était leur premier jour parce qu'elles faisaient par étapes le GR10. Du coup, le matin, elles étaient motivées et tout, elles partent avant moi. Et là, je les recroise et elles marchent dans l'autre sens avec un type. Un type, je sais pas, d'une 60aine d'années. Et elles me disent oui, y a un torrent, on peut pas le traverser, donc on fait demi-tour pour rejoindre la route et passer par la route. Et là je me dis pardon. Et là je comprends qu'en fait il pleut tellement depuis 3 jours que en fait les petites rivières qu'on traverse sur le GR10, encore
parfois c'est assez acrobatique, sur des petits rochers et tout. Bah en fait, il pleut non-stop depuis 3 jours, donc les petits ruisseaux, les petites rivières sont devenus des torrents. Et apparemment, Joël et Delphine, elles avaient essayé de lancer un caillou dans la rivière pour voir si c'était dangereux de traverser à pied. Au pire, elles se seraient mouillées les pieds et tout. Et en fait, le caillou, il a fait juste ça, il a rebondi dans le torrent et il a dévalé le torrent. Donc elles se sont dit, bon, c'est pas très prudent. Et donc elles ont fait demi-tour, mais pendant longtemps elles ont fait demi-tour, et puis après elles ont rencontré un mec qui s'appelle Hervé, donc à qui elles ont raconté ça. Et donc je me mets à suivre la petite troupe de 3 personnes pour retourner à la route. Donc moi ça va, ça faisait pas un trop gros détour, mais ça faisait quand même un détour, fallait faire demi-tour. Ensuite on arrive à la route, et donc il pleuvait des cordes. Hein. Donc là on était mouillés, mais c'était plus seulement les chaussures, si tu veux. Là je commençais à être mouillée, malgré mon poncho, enfin je veux dire, le poncho, ça faisait 1 heure que j'étais sous une pluie battante, enfin je commençais à être mouillée de partout. Mais bon, ma priorité c'était de garder le sac au sec sous le poncho. J'espérais qu'il garde le sac au sec. Et donc on arrive à la route et on commence à prendre la route, et là on regarde là sur la carte et on se dit mais en fait il y a plein d'autres torrents sur le GR10 et on peut pas rester sur la route tant que ça, parce que elle fait des gros détours et elle va pas du tout là où on va. Et donc enfin c'était un enfer. Donc au bout de 5 minutes, il y a un gars qui passe en stop et Joël et Delphine se jettent littéralement sur la voiture pour faire du... Non, il y a un gars qui passe en voiture et Joël et Delphine se jettent littéralement sur la voiture pour faire du stop. Et il se trouve que c'est un gars que j'ai vu 2 jours avant quand je faisais mon étape, et déjà sous la pluie. Et il me dit ah mais ça fait 2 jours que je te cherche. Il calcule à peine Delphine et Joël, il me parle à moi. Ouais, ça fait 2 jours que je te cherche. Il a genre 60 ans. Il me dit oui, je veux t'aider. Je t'ai cherché partout. Je veux t'inviter à mon anniversaire. Enfin bref, trop flippant le gars. Il me dit remonte dans ma voiture et tout. J'étais en mode bah non, enfin c'est elle qui veut le faire du stop, pas moi. Et donc j'essaie de l'éviter et tout. Il me dit ah on va plus loin, on va déjeuner plus loin, tu nous rejoins et tout. J'étais en mode ouais bien sûr. Trop flippant le gars. Et donc elle monte avec ce gars bizarre, et donc elles partent en stop au col, donc ça les avance, sauf que moi je voulais pas faire du stop parce que j'étais en mode bah on va reprendre le GR plus loin, c'est pas grave, j'étais pas encore en mode faire du stop, tu vois. Et puis je regarde ma carte, je parle avec Hervé, et là on se rend compte que c'est impossible de rejoindre le GR parce qu'il y a trop de torrents et tout. Donc le plus simple c'est de faire du stop pour aller au col avec la voiture de quelqu'un, parce que ça fera un détour, mais on sera dans la voiture, donc on s'en fout. Donc là, on attend parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures sur cette route. Au bout d'un moment, il y a une voiture qui arrive, pareil, je me jette littéralement sur la voiture. Les 2 personnes qui étaient dedans nous conduisent gentiment au col, et avec Hervé, on arrive au col, et là, pas de traces de Delphine et Joël, donc on trouve ça bizarre. Et moi je me dis, mais le gars est tellement chelou, j'espère qu'il leur est rien arrivé avec lui. Mais bon, elles étaient 2, elles avaient l'air vraiment très débrouillardes. Et donc avec Hervé, on commence à monter à 2000 mètres d'altitude, parce que là c'était juste un petit col. Et il pleuvait. Et en fait le sentier c'était devenu des petits ruisseaux. Et c'est pas seulement qu'il pleuvait, c'est qu'en fait plus on montait, plus il faisait froid. Et moi j'avais pas mis ma doudoune de rando, j'avais juste mis un t-shirt à manches longues sous mon poncho. Donc j'avais froid et il y avait du vent. Et donc on monte, on est trempé. Je pouvais même pas m'arrêter pour pisser, genre une fois je me suis accroupie pour pisser, mais vraiment j'ai pas enlevé mon sac, je me suis pas essuyée, enfin vraiment c'était l'enfer. Et j'avais tellement froid, et dès que je m'arrêtais pour boire ou pour manger, c'était horrible. Donc on a tracé. Et il y avait tellement de vent, à un moment on était sur une crête, on était hyper haut, enfin c'était tellement dangereux, on a failli tomber plusieurs fois et tout. Mais on était tous les 2, donc on se faisait des blagues et on se soutenait l'un l'autre. Et donc on a passé le col ou le sommet à 1900 mètres d'altitude, je crois que c'était ça. C'était au niveau de Bassiès, des étangs de Bassiès en Ariège. Et après, en fait, on devait aller en gros, c'était que 10 km à faire, mais c'était tellement horrible. Et je me suis dit, bah là, je peux pas bivouaquer ce soir. Donc, on savait qu'il y avait un refuge qui s'appelle le refuge de Bassiès. Et moi, je pensais qu'au refuge, je me disais, on va au refuge, on va pouvoir s'abriter parce qu'il pleuvait toujours. Et en fait, le problème principal, parce qu'après la pluie, elle s'est un peu calmée. Donc, j'avais toujours froid. Mais le problème principal, c'est que le chemin est devenu un lac, des rivières. Donc en fait, c'est comme si on marchait dans un étang, dans des lacs, dans des rivières. Et Hervé, le mec avec qui j'étais, il essayait de contourner l'eau quand il pouvait, mais moi, j'en avais plus rien à foutre
Donc je marchais en plein milieu, tu vois, de l'eau, j'en avais rien à faire. De toute façon, le chemin il était imbibé d'eau en fait, et ça coulait. Et sauf qu'après, on a attaqué la descente jusqu'au refuge, donc c'était cool, on voyait le refuge, c'était motivant. Mais en fait, c'était dangereux parce que la descente, bah, c'était le ruisseau, quoi, sur tout le chemin. Donc on pouvait glisser dans l'eau et tout. Oh là là, quel enfer! Et j'avais tellement froid à ce point-là. Et donc je me suis mise à chanter. Et j'ai tracé Hervé, je suis arrivée avant lui au refuge et tout, j'ai tracé. Franchement, c'était horrible cette journée, horrible. Et donc on arrive au refuge. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, au refuge, les gens vont m'accueillir en hurrah, vont me féliciter et tout d'avoir survécu à ça. J'arrive au refuge, personne. On rentre dans le refuge, personne. Pas de lumière, pas de chauffage, rien. C'était ouvert et tout. Je pénètre dans la salle principale et là, la gardienne du refuge arrive, pas très sympa et tout. Et je commence à lui demander si je peux rester là, si elle a de la place. Elle me dit bah oui, tout le monde a annulé. En gros, tous les gens qui avaient réservé pour dormir là ont annulé puisque personne n'a voulu faire l'étape. Et notamment, elle nous dit, parce qu'après Hervé est arrivé, et elle nous dit parce qu'on demande des nouvelles de Joël et Delphine qui devaient être au refuge avec nous, quoi. Et elle nous dit oui, elles ont appelé, elles font pas l'étape, elles sont allées à la ville d'à côté en stop, voilà. Elles viennent pas. Et donc là, je me suis dit bon, elles sont en vie. Elles ont pas fait l'étape, ok. Mais je rappelle quand même que la veille, elles étaient ultra motivées, tu vois. Donc je suis en mode, ok, d'accord, tranquille. Et donc j'étais toute seule avec Hervé dans ce refuge ultra glauque. Donc on avait un dortoir pour nous tout seuls, mais en fait il y avait pas d'électricité, il y avait pas de chauffage. Il faisait genre entre 15 et 18 degrés. Enfin, il faisait vraiment pas chaud. Peut-être 19, allez. Et on pouvait pas sécher les affaires parce que le poêle était éteint, le groupe électrogène était éteint. La meuf, elle nous dit oui, on devait avoir la livraison de gaz par hélicoptère aujourd'hui, mais vu la météo, c'est repoussé d'une semaine, donc on peut pas allumer le poêle et tout, on peut pas consommer trop de gaz. Donc j'étais en mode ok. Les douches chaudes, c'est 4 euros pour 3 minutes d'eau chaude. Après, l'eau redevient froide. Donc vraiment, je suis arrivée au refuge de Bastia, j'ai fait ah ok. Donc j'ai pris ma douche parce qu'en fait mes vêtements étaient trempés, donc j'étais obligée de prendre une douche chaude et de me changer immédiatement. Donc normalement on aurait dû attendre 3 heures pour prendre les douches et pour avoir accès aux toilettes, mais gentiment elle nous a ouvert les sanitaires à 15 heures au lieu de 17. Donc j'ai pu prendre une douche chaude de 3 minutes, hein. Je peux te dire que c'est rapide, hein. Je me suis pas lavé les cheveux. Et après, je me suis changée et en fait moi j'avais des affaires sèches et puis après je me suis mise dans mon sac de couchage, enfin ça allait. Sauf que Hervé, lui, il avait gardé sa doudoune de randonnée en marchant. Et c'était bien parce que du coup, quand il marchait, il avait moins froid que moi. Sauf que du coup, après le soir, il avait pas d'affaire de rechange tellement. Et donc, il a remis sa doudoune mouillée le soir ou alors sinon il était en t-shirt. Enfin, il se pelait les couilles dans le refuge alors que moi, j'avais ma doudoune de randonnée sèche. Donc vraiment, j'étais bien, même si j'ai pas vraiment réussi à me réchauffer non plus. Et donc, j'ai mangé et tout. On a mangé plusieurs fois. Et puis après, on s'est couché. Et franchement, la gardienne du refuge, était pas ultra sympa. Et voilà. On a dormi dans le dortoir non chauffé, sans lumière, sans rien. Mais c'était bien. Le seul problème, c'est qu'en fait, à un moment, je demande à Hervé, parce que j'étais pas encore allée dans le dortoir, je lui demande, mais Hervé, il y a des lumières dans le dortoir? Parce que je voulais savoir si je devais prendre ma lampe frontale ou pas. Et il me dit, oui, il y a des lumières, parce que c'était le moment où elle avait allumé, la gardienne du refuge avait mis en route le groupe électrogène, donc il y avait des lumières dans le refuge. Mais bon, je voulais vérifier s'il y avait un interrupteur dans le dortoir avant d'y aller, pour savoir si je devais prendre ma lampe frontale. Il me dit oui, il y a un interrupteur et tout. J'arrive dans la chambre, je vois rien, j'étais dans le noir. J'appuie sur l'interrupteur, c'était pas du tout un interrupteur, c'était l'alarme incendie. Donc l'alarme incendie commence à résonner dans tout le refuge, donc là je me sens vraiment très conne. Et donc je sors du dortoir, la gardienne arrive et elle me engueule, elle me dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle était un truc, elle me dit il y a pas d'interrupteur, il y a pas de lumière. Je dis oui, je sais, c'est Hervé, il m'a dit qu'il y en avait un, mais en fait lui il avait pas calculé que quand il était allé dans le dortoir il faisait jour, donc il avait l'impression qu'il y avait de la lumière, mais c'était la lumière de dehors en fait. Donc voilà, super. Donc après je retourne dans le dortoir avec ma lampe frontale et voilà, fin de l'histoire. Donc le lendemain je suis repartie, il pleuvait pas, tout s'est bien passé. Mais c'était la deuxième anecdote, le sentier devient torrent. Troisième anecdote, alors là, c'est pépite aussi. Donc je sais pas, 2 semaines plus tard, je suis toujours en Ariège, cette fois au niveau du refuge du Rul, et j'arrive.
Donc journée assez physique, sur des crêtes et tout, pas mal de dénivelé, mais bonne humeur, motivée et tout. J'arrive au refuge du Rul et là, faut dire que à part la fois où j'avais dormi au refuge de Bassiès, j'ai jamais dormi dans un refuge quoi. J'ai toujours dormi à côté et tout en bivouac. Donc j'arrive au refuge du Rul, il faisait super beau et tout, un peu de vent, tranquille. Et là, je m'étais déjà fait des potes sur la route et tout, et je demande si je peux dîner là le soir. Il me dit oui, il y a entrée, plat, fromage, dessert. Et je me dis, j'ai jamais pris les repas du soir dans les refuges parce que c'était hors de prix. Mais vraiment, là, j'avais tellement faim. Je dis, je peux bien me faire un repas en refuge de tout l'été. Donc c'était genre 21 €. Et donc je dis, ah ouais, je vais prendre le repas. Est-ce que je peux planter ma tente à un endroit? Il me dit oui, plante ta tente à tel endroit. Il m'indique, le gardien du refuge, il m'indique un spot super où il a bivouaqué avec sa meuf quelques jours auparavant, où c'est à côté d'un cours d'eau, c'est au calme, il y aura personne qui me dérangera et tout, super vue sur les montagnes et tout. Je vais planter ma tente, tranquille, je me mets en pyjama, je me prépare, et puis après je reviens au refuge, c'était 19h, l'heure du repas. Donc on dîne avec les autres randonneuses, trop cool, je rencontre deux randonneuses britanniques anglaises qui s'appellent Safia et Ingrid, qui font pas le Gerdis mais qui font le tour des monts Dax-les-Thermes, le tour des monts Dax-les-Thermes. Donc elles font quelques jours de rando et tout. Je parle avec d'autres randonneurs allemands et puis d'autres randonneuses français et tout. On passe un super dîner, je me pète le bide avec la bouffe. Et puis à la fin, je dis bonne nuit, je retourne à ma tente. Et en fait, devant le refuge, il y a un autre mec qui a planté sa tente parce que, en gros, c'est un randonneur allemand et il a peur d'avoir le Covid. Du coup, il veut pas contaminer les autres. Ça, tu vois, il y a que les mecs allemands pour avoir ce genre de pensée, puisque les Français, ils en ont rien à foutre de contaminer les autres. Et donc, il a planté sa tente dehors pour pas intoxiquer les gars qui dorment dans son dortoir. Et il est un peu inquiet au niveau du vent, parce qu'il y a pas mal de vent, et il me dit, oui, le vent, là, t'es pas inquiète et tout pour la nuit. Je dis, oh non, t'inquiète, le vent, la nuit, il se tarit en général de ma longue expérience de randonneuse. Donc j'essaie de le rassurer, puis après, moi, je vais à ma tente, qui était vraiment peut-être 200 ou 300 mètres plus loin, vu que je m'étais mise vraiment à un endroit où j'étais sûre d'être tranquille, parce que moi, ça me saoule d'être à côté de gens, ne serait-ce que pour pisser et tout, ou juste pour être tranquille au niveau du bruit. Donc je m'étais mise assez loin du refuge. Donc là, j'avais décidé même de faire une nuit à la belle étoile, donc je voulais dormir en dehors de ma tente. J'avais monté ma tente au cas où, mais je m'installe à côté de ma tente, sur une bâche, avec mon matelas gonflable et mon sac de couchage, et je commence à regarder les étoiles, je me couche et tout. Et là, de plus en plus de vent, mais bon, je me dis, c'est comme ça et tout. Je regarde les étoiles, c'est très beau, puis des heures passent. Et en fait, j'arrive pas à m'endormir. Il y a de plus en plus de vent. Ça fait du bruit. J'ai envie de pisser toutes les 2 secondes parce que je me suis éclaté le bide au repas. J'ai mal au ventre tellement j'arrive pas à digérer. Donc je vais pisser toutes les 10 minutes. Et en fait, dès que je me lève pour pisser, en fait, le vent emporte mon sac de couchage et tout. Donc là, je trouve ça bizarre déjà. Et puis au bout de, je sais pas, ça fait 2 heures que je suis dans mon sac de couchage à me retourner. Je me dis bon, c'est mort. Donc je vais dans ma tente. Peut-être il est 23h, tu vois. J'abandonne la nuit de la belle étoile, je vais dans ma tente. Le ciel était tout clair et tout, c'était super beau la Voie lactée. Je vais dans ma tente et là j'essaie de dormir et en fait ma tente était positionnée perpendiculaire au sens du vent, donc vraiment je me prenais le vent dans tout le côté de la tente, donc le pire sens. Et ma tente était brinque-ballée de tous les côtés à cause du vent. Enfin, elle tenait grâce aux sardines dans la terre, mais en gros elle pliait dans tous les sens et j'avais trop peur qu'il y ait des arceaux pètent. Et donc je dors dans un sens. Après je me retourne dans ma tente pour dormir dans l'autre sens en me disant bon ça fera peut-être moins de bruit parce que sinon ma tente elle tapait ma tête et tout. Mais en fait j'arrivais toujours pas à dormir quel que soit le sens dans lequel je dormais. Et puis je mets les pieds au niveau de la tête, etc. Enfin je change plein de fois de sens de mon matelas. Ça marche pas. Et j'ai toujours la tente qui part dans tous les sens et il y a de plus en plus de vent en fait, j'ai l'impression, et je me dis mais je vais jamais pouvoir dormir, ne serait-ce qu'au niveau du bruit, même si j'ai mes boules qui est, enfin c'est trop stressant et j'ai trop peur que ma tente pète. Or pour s'endormir en bivouac, faut quand même être se sentir un minimum en sécurité, tu vois. Donc au bout d'un moment, je me dis bon, c'est mort, j'arriverai pas à dormir. En plus moi j'ai une longue expérience de bouger ma tente au milieu de la nuit. Je sais d'expérience qu'il vaut mieux bouger la tente au milieu de la nuit et grappiller quelques heures de sommeil, surtout que là il était que 1h du mat, plutôt que pas dormir de la nuit, tu vois. Donc j'ai l'habitude de bouger ma tente au milieu de la nuit, donc je me dis bon il est 1h du mat, je vais bouger ma tente, je vais la mettre derrière le refuge, il y aura peut-être moins de vent. Donc je mets toutes mes affaires dans mon sac, sauf que je replie pas ma tente. Tu vois, je laisse mon sac de couchage, mon matelas dans la tente, je mets juste tout le reste dans mon sac, je prends mon sac à dos, je prends ma tente dans la main, et là j'essaye de la déplacer, sauf qu'en fait il y avait tellement de vent. Je répète, il était genre 1h30 du mat. Et il y avait tellement de vent que ça faisait cerf-volant, ma tente.
Donc j'étais emportée par ma tante et sur le chemin jusqu'au refuge, c'était quand même 200 ou 300 mètres. En fait, j'étais avec la lampe frontale et j'ai paniqué. Je t'avoue, j'ai paniqué. Donc au bout d'un moment, je me suis dit bon, on va replier la tente, c'est impossible sinon. Je vais être emportée avec ma tante ou ma tante va être emportée toute seule. Donc je replie ma tente dans le vent, dans la nuit et tout. Et là, en repliant ma tente, en fait, dans la nuit, dans la précipitation, je déchire un bout de ma moustiquaire, donc vraiment je suis dégoûtée, j'ai les larmes qui me viennent et tout, je commence à chialer, enfin c'est terrible. Et j'arrive au refuge, là j'avais renoncé depuis belle lurette à dormir dehors, donc je rentre dans le refuge, c'est quand même le but d'un refuge, c'est de se réfugier dedans quand il y a un problème. Donc je vais dedans, et là je vois que le gars qui voulait dormir dehors, en fait lui aussi s'est réfugié depuis belle lurette dans le refuge et dort dans la salle à manger. Du coup je me mets pas loin de lui, je pose mon sac de couchage, mon matelas gonflable par terre dans la salle à manger, je dors dessus. Sauf qu'en fait, j'étais tellement choquée par ce qui venait de se passer que, tu vois, j'ai mis vachement de temps à m'endormir. Je crois que j'ai dû m'endormir à 4h du mat. Et surtout, je savais qu'à 7h du mat, 6h30, le gardien du refuge allait venir pour installer le petit-déj. Donc, j'étais verte. Et même dans le refuge, en fait, on avait du mal à dormir parce que le vent, il faisait vachement de bruit contre le refuge dehors et tout. Enfin, là, je me suis rendu compte que c'était vraiment la tempête. Et donc, les gens ont mal dormi, même dans le refuge. Et donc, ça n'a pas loupé. 3 heures plus tard, tout le monde se réveille, arrive au petit-déj, tout le monde a mal dormi, mais moi, pire que les autres. Tout le monde me voit en mode « Alors, Marie, ça va ?» On s'est inquiété pour toi. Je dis « Ouais, je me suis rapatriée à 1h30 du mat. » Et donc là, j'étais éclatée. Moi, pour savoir, je dors en moyenne 9, 10, 11 heures par nuit dans la vie de tous les jours. Donc, quand j'ai moins de 8 heures de sommeil, je suis un zombie. Donc là j'étais un zombie, donc je fais mes trucs, tu vois, je me lève, de toute façon ça servait à rien de continuer à dormir, j'étais dans la salle à manger, il faisait plein jour et puis j'avais pas payé pour dormir dans le refuge, donc de toute façon il fallait que je me barre. Gentiment le gardien du refuge m'a rien fait payer. Et puis je fais ma toilette vite fait, je m'étais même pas lavée la veille, hein, rien du tout. Je me lave les dents, je fais mon sac, je recouds la moustiquaire de ma tante qui était pas, c'était assez petit le trou et tout. Je recouds, je refais mon sac et là, je me rends compte que 2 randonneuses qui étaient parties une demi-heure avant sont revenues. Ils avaient commencé à faire l'étape qu'on devait faire jusqu'à Mérins-les-Valles et ils sont revenus. Et là, je dis, qu'est-ce que vous faites là? Ils me disent, ah bah, il y avait trop de vent, on est revenus. On a fait demi-tour et je me dis, pardon? Ah, parce que non seulement ça a gâché ma nuit, mais en fait, il y a toujours du vent et on peut pas faire l'étape. Et elle me dit, la meuf, non, mais tu peux la faire, c'est juste qu'il y a trop, enfin, ça fait peur, quoi. Ok. Et donc, ils me disent qu'ils vont repartir plus tard. Ok. Donc moi, avec Ingrid et Safia, donc les 2 randonneuses anglaises, on se motive à partir parce qu'elles prenaient un peu le même chemin que moi au début. Enfin, sur l'étape, c'était un peu le même chemin que moi. Donc on part, elles avaient même pas de bâton de marche. Elles partent devant moi je marche un peu derrière. Et avec mes bâtons de marche, j'essaie de venir. Et en fait, il y avait tellement de vent qu'on menaçait de s'envoler à tout moment. Et surtout qu'on marchait sur un chemin qui montait à un col à 2400 mètres d'altitude. Donc, en fait, on était souvent proche de ravins, quoi. À flanc de falaise, à flanc de montagne et tout. Et donc, on manque de tomber un nombre incalculable de fois. Moi, je suis tombée une fois d'ailleurs. Et surtout, à chaque bourrasque, on essaie de s'équilibrer, on s'arrête de marcher, on attend que la bourrasque passe. Enfin, au bout d'un moment, on avait acquis une expertise des bourrasques assez impressionnante. Et donc, on marche des heures comme ça jusqu'au col à 2400 mètres. À 2400 mètres, on fait des photos. Enfin, c'était assez marrant. Impossible, tu sais, de mettre, par exemple, la casquette, quoi. Fallait vraiment s'accrocher à tous ses vêtements. Et donc on s'arrête pas et puis finalement après on redescend, toujours du vent et puis la descente terrible. Et en fait ce qui m'a vraiment fait plaisir dans cette histoire au niveau sororité, c'est que les meufs elles étaient un peu plus rapides que moi au début et donc je leur dis non mais partez devant, moi je marche moins vite que vous et elles m'ont dit mais c'est mort, on se sépare pas, on va ralentir pour toi, c'est trop dangereux et tout, on reste ensemble, ça nous rassure. Et donc on était vraiment solidaires les unes les autres et à la fin de l'étape Ingrid elle était un peu derrière parce que dans la descente elle avait plus de mal que nous et tu vois on l'a attendu et à un autre moment de l'étape c'était Safia qui avait des difficultés à trouver les balises et le chemin. Nous avec Ingrid on a retrouvé le chemin et on a attendu Safia pour qu'elle nous rejoigne. En fait vraiment on est resté hyper solidaires alors que moi je les connaissais pas la veille quoi. Et ça m'a fait trop plaisir et c'était trop agréable alors que c'était une étape horrible. Et quand on est arrivé en bas on était trop fiers de nous. Après elles sont parties à bivouaquer à un étang à côté.
Mais je les ai revus le lendemain à Mérins-les-Valles et ça m'a trop fait plaisir et je les ai revus encore le surlendemain d'ailleurs. Et après je les ai perdues de vue mais elles étaient trop sympas quoi. J'ai adoré. Donc voilà, c'était la 3e anecdote. Vent en bivouac à côté du refuge du Rul. Ça c'était #bourrasque compliqué. Et puis le 4e épisode dont je voulais parler, ça s'est passé il y a pas longtemps dans les Pyrénées-Orientales à Batters. Donc ça, c'était chaud parce que j'étais toute seule et il n'y avait pas de refuge. Et ça me fait penser que mon expérience précédente, ça m'a servi parce que j'ai pas paniqué. Donc j'arrive à Batters, c'est un endroit. Je me suis mise... il y avait un gîte d'étape plus bas, mais moi je me suis mise en haut. Et donc à un moment, j'arrive à la fin de l'étape, je vois une source. C'est une source captée, donc ça sort d'un tuyau. Donc je me dis, ah cool, il y a de l'eau. Parce qu'on m'avait dit que dans les Pyrénées-Orientales, il y avait pas beaucoup d'eau. Donc je me dis, ah cool, il y a de l'eau. Et puis le GR, il prend un chemin et je vois qu'il y a une piste parallèle qui part à droite. Et je me dis, tiens, j'ai qu'à bivouaquer sur cette piste parce que elle a l'air plate, c'est pas mal. Et puis il y a la source captée à côté, c'est parfait et tout. Donc je prends la piste, c'était la fin de ma journée et tout. Je vais au bout de la piste et là je trouve un endroit où bivouaquer parfait. Sauf qu'il y avait beaucoup de crottes de moutons. Mais j'ai bivouaqué à plein d'endroits où il y avait des crottes. Des fois, tu peux pas éviter quoi. Et je me dis bon, il y a beaucoup de crottes, mais le problème c'est pas les crottes. Le problème c'est que je me disais les moutons vont débarquer. Mais comme ils étaient pas là, je me dis bon, ça me faisait pas peur. Donc je plante ma tente. J'étais quand même à bien 500 mètres de la source captée, donc je fais 500 mètres pour aller me laver à la source. Donc juste me gratter de l'eau, la peau avec un gant de toilette et de l'eau, parce que j'avais eu chaud et tout. J'étais pleine de sueur et de crème solaire. Et du coup, je me reviens à mon bivouac, je dîne, je commence à lire et tout. Je me mets dans ma tente, j'allume ma liseuse, je commence à lire. Et là, j'entends les cloches des moutons arriver. Et là, il était genre 19h, quoi. Et je sors de ma tente, et là, je vois un troupeau de moutons qui est devant moi, quoi. Et qui, en fait, je leur barre le passage parce que j'ai mis ma tente sur leur passage. Et en fait, ils sont avec le patou. Donc le patou, c'est le chien de protection, la chienne de protection du troupeau. Même il y avait plusieurs patous, je pense, qui est blanc. Et donc il y a la chienne, il y a le troupeau de peut-être 400 brebis, quoi. Et je leur barre le passage, mais je suis sur leur chemin, quoi. Et le soir, à mon avis, elles changent de... En fait, ma théorie, c'est que la journée, elles sont en altitude, et puis la nuit, elles descendent un peu plus bas. Donc là, elles descendaient un peu plus bas, et j'étais littéralement sur l'endroit où elles passent leur nuit. Donc, elles font un détour pour m'éviter, puis elles vont plus loin, et je me dis, bon, ça se trouve, leur enclos, ou l'endroit où elles passent la nuit, c'est plus loin, donc elles vont me laisser tranquille. Donc voilà, je continue à lire et tout, je me couche, mais en fait il y a toujours quelques brebis autour de moi qui broutent et qui mangent et j'entends leurs cloches, parce qu'elles ont une cloche autour du cou, enfin c'est un instrument de torture mais c'est fait pour les retrouver, soi-disant. Et du coup le problème c'est que je me dis mais c'est bizarre, les moutons c'est pas censé dormir la nuit et elles vont bien finir par se coucher. Puis de temps en temps j'entendais le chien de protection, la chienne, le patou qui aboyait contre un ennemi, contre un humain, contre un animal, enfin bref, c'est là pour protéger le troupeau, donc je savais que le troupeau était pas loin, quoi. Et je me dis, ça va être compliqué, mais bon, je mets mes boules caisses, je me couche et tout, et puis les heures passent, et je m'endors. Et à 1h30 du mat, je me réveille, et là, j'entends les cloches, donc c'est ça qui m'a réveillée, quoi. Et je sens que les moutons sont juste à côté de moi, et qu'elles se sont jamais parties se coucher. Alors, elles étaient pas 400 à côté de moi, mais elles étaient à côté de moi. Avec l'expérience, je sais que j'aurais dû rester là, mais j'ai mon cerveau qui est parti en mode si je bougeais ma tente et que j'allais à l'endroit de la source captée à 500 mètres, j'ai vu du plat, je suis sûre qu'il y a moins de moutons là-bas et tout. Et à partir du moment où l'idée germe dans ma tête, c'est mort, tu vois. Donc j'ai bougé ma tente. Hein. Je sais que c'est pas toujours. Dans l'affaire précédente, refuge du Rul, ça m'avait servi de me réfugier dans le refuge et de pas passer la nuit sous ma tente dehors, mais j'avais quand même cassé ma moustiquaire dans l'entreprise. Bon là, je fais la même erreur, entre guillemets. Je range toutes mes affaires dans mon sac à dos, je prends ma tente avec le matelas gonflable, le sac de couchage encore dedans, et je la déplace de nuit à la lampe frontale jusqu'à la source captée, sauf qu'en fait, avec ma lampe frontale, le patou il m'a vu, il a commencé à m'aboyer dessus, bon il m'a rien fait. Je me suis fait aboyer dessus tout le long. J'arrive à la source captée, j'essaye de trouver un endroit plat, sauf qu'en fait, c'était un terrain caillouteux, donc impossible de planter les sardines, donc vraiment j'étais tellement saoulée, j'ai juste mis ma moustiquaire, j'ai pas mis la toile de tente supérieure, j'ai planté aucune sardine et je me suis couchée. Grave erreur,
J'entendais moins les cloches, mais ça n'a pas été le problème. Le problème, ça a été l'orage, puisqu'on est sur un épisode spécial météo. Je rappelle le thème, je survis aux orages, à la pluie et au vent dans les Pyrénées. Et donc, en fait, au bout de 2 secondes, en fait, le problème aussi, c'est que depuis le début de la soirée, je voyais des flashs lumineux au loin. Des flashs lumineux. Et je me disais, mais c'est trop bizarre, on est au milieu de nulle part, pourquoi il y a des flashs lumineux, tu vois? Et j'entendais pas de tonnerre, donc je me disais, non, mais il y a pas d'orage, il y a aucun nuage dans le ciel et tout. Et en fait, les flashs lumineux se sont rapprochés et j'ai compris au bout d'un moment que c'était l'orage. Alors que j'avais regardé la météo 5 fois, il n'y avait pas d'orage, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, je sens des gouttes qui tombent sur moi puisque je suis juste sous la moustiquaire, donc je suis même pas protégée. Et là, je me dis, ah non, mais là, il faut planter ma tente de façon urgente parce que j'ai mis aucune sardine et que je suis pas protégée. Donc, je sors de ma tente sous la pluie et je mets, je galère pour mettre, en fait, les sardines. Je réussis à mettre les sardines et puis, je rentre dans ma tente. Là, il commence à pleuvoir vraiment fort, gros orage et tout. Et là, le vent décroche mes sardines. Donc, obligée de ressortir. Et puis, tu sais, le vent qui reballe ma tente. Enfin, Là, j'ai paniqué. Mais bon, je souffle, je ressors de ma tente, je replante les sardines, je rentre dans ma tente. Et en fait, là, l'orage, il s'est calmé, donc ça a duré genre un quart d'heure, tu vois. Et il s'est arrêté de pleuvoir et tout. Et là, je finis par m'endormir, mais il devait être genre... du coup, il était... 3-4 heures du mat, en fait. Ouais, 3-4 heures du mat, parce que j'avais un peu dormi avant, si vous vous souvenez, mais là, ça faisait quelques heures que j'étais réveillée à cause de cette merde. Et donc, le matin, je me réveille genre à 9h, 8-9h, et j'entends les cloches, et c'était des vaches, quoi. Donc, je me dis, mais pourquoi t'as bougé ta tente? Enfin, franchement, on est sur des pâturages. Évidemment, t'entends des cloches. Je sais pas si j'aurais réussi à dormir avec les moutons à côté, mais bouger ma tente alors qu'un orage se préparait et que j'étais super bien ancrée au sol là où j'avais mis ma tente précédemment, c'était une idée de merde, mais bon, ça, je l'ai su qu'après. Tout ça pour dire que l'expérience payant, j'ai pas trop paniqué et que cette nuit-là, il y avait aucun refuge à côté. Enfin, il y avait le gîte, mais à 1 kilomètre plus loin. Et que j'ai survécu, en fait. Tu vois, j'ai survécu. J'ai pas pris la foudre, tout va bien. Donc, si vous partez en randonnée, je vous conseille fortement d'apprendre de vos erreurs, d'y aller tranquillement au début et de pas oublier que la météo, ça fait tout basculer. Et moi, dans les Pyrénées, les gens souvent me disent « Ah, mais t'as eu un sale temps dans les Pyrénées ?» Je suis en mode « Non, je suis partie 3 mois. J'ai eu un temps parfait tout du long. J'ai eu du soleil, j'ai eu très peu de pluie. Juste, oui, de temps en temps, il y a eu un orage, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie. Mais c'est normal, tu vois, c'est les Pyrénées, c'est la montagne, c'est normal, c'est la nature. Et ça peut gâcher une nuit. Mais après, je sais que je fais des pauses au camping et que du coup, cette fameuse nuit là, la dernière à Bataire, après le lendemain, je savais que j'allais au camping, donc j'ai tracé jusqu'au camping. Ça a été hyper dur la journée parce qu'il faisait très chaud et je suis arrivée au camping dans un sale état. J'étais épuisée parce que j'avais pas assez dormi et tout. Mais voilà, je me suis reposée au camping et puis voilà, maintenant je vais beaucoup mieux. Mais voilà, la météo c'est vraiment compliqué et ça peut rendre tout impossible. Enfin, il y a des gens qui abandonnent des randonnées à cause de la météo, hein, enfin vraiment. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance en randonnée, mais c'est vrai que j'ai coutume de dire qu'un jour de pluie, ça va, mais à partir de 2 jours de pluie, c'est plus possible. Parce que quand je sais que toutes mes affaires sont mouillées, ma tente et tout, que je vais devoir replanter la tente sous la pluie le soir, enfin, c'est déprimant. Vraiment, c'est déprimant. Que mon poncho ne me protège plus, enfin, c'est déprimant. Donc, un jour de pluie, ça va, mais 2, non. Je parle de pluie continue, hein. La pluie continue. J'ai eu ça, d'ailleurs, les 2 premiers jours dans les Pyrénées, je vous ai pas raconté. Je suis arrivée dans les Pyrénées 1er juillet, 2 juillet. J'ai pas raconté parce que c'est tellement loin que j'ai un peu oublié, mais les 2 premiers jours, j'ai eu que de la pluie. Et ça a été très compliqué, surtout que je découvrais le dénivelé des Pyrénées. Et je me suis payé un camping au bout de 2 jours, alors que normalement j'attends 3 jours. Mais j'étais au bout de ma vie, quoi. Je crois que j'ai pleuré. J'avais envie de pleurer, en tout cas. Au 2e jour, j'avais envie de pleurer. Alors que j'ai pas pleuré une seule fois en 3 mois. Mais au 2e jour, j'avais envie de pleurer. Je dis pas que c'est un problème de pleurer, hein. Je dis juste que je pleure en rando quand vraiment les choses sont extrêmes. Ah si, j'ai pleuré l'autre jour quand j'ai cassé ma moustiquaire. Mais bon, c'était 3 lames, quoi. Et donc, punaise, il fait déjà nuit, 18h30, faut que je me magne le cul. Pardon. Et donc, tout ça pour dire que les 2 premiers jours, j'ai eu beaucoup de pluie et que ça m'a déprimée. Mais après, ça a été, en fait.
et j'ai pu faire sécher mes affaires. Et la pluie, ça a un effet sur le moral, mais terrible, quoi. Ça me fait perdre tout espoir, alors que c'est juste de l'eau et que ça va bien finir par s'arrêter. Mais quand on est dehors, on sait jamais, en fait, et c'est déprimant. T'as froid, t'es humide, tu peux rien faire sécher, tu dois rester dans ta tente, c'est pénible. Je compte donc 2 nuits gâchées sur 90 et 2 étapes très dangereuses. Sur 68, ça passe. Mais je veux aussi vous parler de la canicule, parce que globalement j'ai eu du beau temps, comme je disais, et même trop beau temps, puisque #réchauffement climatique, je déteste la chaleur, mais j'ai eu la canicule, comme à peu près tout le monde en France cet été, au mois d'août. Donc ce que j'ai fait quand il a fait très chaud, c'est que je me levais à 5 ou 6 heures du matin pour marcher de bonne heure. Encore aujourd'hui, ils annonçaient qu'il allait faire 27 degrés là où j'allais. Donc je me suis levée à 6 heures du matin, ça n'a servi à rien puisqu'il n'a pas du tout fait 27 degrés. Mais globalement, je me rappelle dans les Hautes-Pyrénées de mes réveils à 5 heures du matin. Ça, c'est un délire. De plier mes affaires dans la nuit, de partir à la lampe frontale, de regarder le lever du soleil, c'est très beau. Mais du coup, le soir, je suis éclatée et je m'endors à 20 heures. Et c'est dur parce que moi, j'aime pas me lever tôt le matin, mais pas trop le choix. Et puis, ce que j'ai fait pendant 3 mois, c'est que je me suis baignée dans les lacs, dans les rivières, dans les torrents, dans les étangs pour me rafraîchir et me laver. Une fois, j'avais tellement chaud, je suis arrivée à un endroit, il y avait pas de lac, pas de rivière. Je me suis baignée dans l'abreuvoir. Il y avait un abreuvoir pour les animaux. Mais de la taille d'une baignoire, tu vois, mais quand même le fond était plein de vases ou de je sais pas quoi, de plantes, et je me suis baignée là-dedans. C'était incroyable. En plus, je crois que j'avais mes règles et tout. Ah là là, j'ai vidé ma cup et tout, c'était un délire. Ma coupe menstruelle. Et puis là, ce soir, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis pas encore à Bagnols-sur-Mer. Vous l'écouterez, je serai à Bagnols, mais au moment où j'enregistre pas encore. Et donc, je suis à côté d'une rivière, je vais me gratter la peau avec mon gant de toilette, alors que j'ai froid. Ça va être un énorme plaisir. Mais franchement, ça fait du bien de mettre mon pyjama pas trop dégueulasse. Voilà. Et puis, je voulais aussi raconter un dernier petit événement. J'ai aussi rencontré le presque gel dans la réserve naturelle du Néouviel. C'est dans les Hautes-Pyrénées, donc au milieu du GR10. Au niveau du lac d'Omar, j'ai eu très froid. Il y a eu plusieurs nuits où les températures sont descendues proches de 0. Il a neigé à d'autres endroits, ça a été très compliqué. J'ai un sac de couchage qui normalement descend jusqu'à moins 15 degrés, température confort, sauf qu'en fait les sacs de couchage sont faits et testés sur les hommes cisgenres. Cisgenre, ça veut dire qu'ils s'identifient au genre qui lui a été attribué à la naissance. Et donc ces sacs de couchage ne sont absolument pas adaptés par exemple aux femmes. Et moi je suis grande donc ça va, mais je n'ai pas du tout la même rétention de chaleur qu'un homme malheureusement. Ma circulation sanguine fait que j'ai toujours froid ou chaud. Et un sac de couchage, si t'es une meuf cisgenre, le conseil c'est de prendre 5 degrés de différence. Donc par exemple s'ils te disent sur l'étiquette que c'est un moins 15 degrés, bah pour moi ça va être un moins 10 degrés. Pour moi je pense même un moins 5. Je sais qu'à partir des températures en dessous de 0, je vais avoir du mal à dormir dedans. Donc moins 15 degrés, je suis en mode de qui vous moquez-vous, puisque j'ai eu des nuits proches de 0 et ça a été compliqué de bien dormir. Et j'ai tout essayé, dormir à poil, dormir tout habillé, mettre des vêtements techniques, vous inquiétez pas. C'est juste compliqué quand il fait froid, parce que je suis très très frileuse. Et en plus moi j'aime bien dormir sur le côté, et le sac de couchage c'est fait pour dormir sur le dos. Donc ça apporte plus de chaleur si t'es sur le dos, mais du coup je dors moins bien. Bref, j'ai acheté un sac de couchage moins 15 degrés, je crois que je l'ai payé 500 € pour qu'il soit léger et tout. Et en plus c'est en plume de canard, donc c'est directement lié à l'exploitation et au meurtre des canards à la chaîne. Hein. J'ai rien d'autre à dire, c'est pas du tout vegan. Mais il n'y a pas de solution pour avoir des sacs de couchage légers. Et du coup moins 15 degrés, j'ai pris ça parce que je savais que je voulais faire de la rando en montagne et que en été, tu vois, j'ai eu 40 degrés comme j'ai eu 0 en fait. Tout peut arriver. Et donc je suis bien contente d'avoir eu moins 15 degrés parce que tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient un 0 degré confort, bah ils ont pas dormi la nuit quoi. Tu vois. Voilà. Bref, les Pyrénées, c'est compliqué. J'ai eu tous les temps, comme je viens de le dire. Et je suis très, très, très contente d'en avoir terminé. Maintenant, je vais commencer la côte méditerranéenne. Si j'ai la foi, je vais marcher les 3 derniers jours de septembre
commencer la côte méditerranéenne de Bagnols-sur-Mer à Cyprien-Plage, Perpignan. C'est à côté de Perpignan. Et puis rentrer chez moi à Cherbourg. Et si, voilà, dans tous les cas, en 2024, je vous l'annonce officiellement, c'est une exclue, un scoop. Je reprendrai le Survivor Tour, mon tour de France à pied, là où je l'ai arrêté cette année sur la côte méditerranéenne, en septembre 2024 et pas en juillet 2024, puisque je déteste le froid, mais je déteste également la chaleur, comme vous le savez. Donc, je ne testerai pas la côte méditerranéenne en juillet-août. Je pense pas que ce soit conseillé, même au niveau affluence. Donc, j'irai en septembre. Et puis, je ferai ce qui est possible de faire, c'est-à-dire, je sais pas combien de temps je vais partir, je sais pas jusqu'où je vais aller. Mais de mon expérience de cet été et des étés derniers, me fixer des objectifs, ça ne me réussit pas et c'est anxiogène. Par exemple, cet été, je m'étais dit que j'irais jusqu'à Montpellier à pied, donc que je mettrais environ 2 mois à faire tout le GR10 et qu'ensuite il me resterait 1 mois pour commencer la Méditerranée. LOL. Il m'a fallu 3 mois pour faire le GR10 parce que j'ai fait des étapes entre 10, 15, 20 km par jour, mais j'ai fait énormément de pauses et j'ai eu beaucoup de mal. Et je sais pas comment les gens le font en 45 jours, ça me dépasse totalement. Je ne comprends pas. Et la vérité, c'est qu'il y a pas mal de gens qui commencent le GR10 et qui le finissent jamais, puisque là où je suis, depuis 1 mois environ, je ne vois plus personne sur le GR10 et je sais que tout le monde me dit « C'est normal Marie, c'est la rentrée, plus personne n'est sur le GR10 à cause de ça », mais je suis désolée, non, c'est faux. En mai, j'ai fait le chemin de Stevenson, c'était aussi une période hors vacances, il y avait une multitude de personnes qui faisaient Stevenson. Donc il y a des gens qui font de la rando en septembre, juste les gens commencent le GR10. Quand j'ai commencé le GR10 il y a 3 mois, c'était l'autoroute. On ne pouvait pas marcher seul, quoi. Et là, depuis le début de l'Ariège, donc depuis bien 1 mois et demi, je suis seule en fait. Donc je me dis, ok c'est la rentrée, ok les gens marchent plus vite que moi, ok nanana. Mais il y a bien un problème, c'est que le GR10 c'est tellement difficile qu'il y a plein de gens qui commencent et qui le finissent jamais. Et tant mieux pour ces gens-là qui ont tout compris à la vie, parce que moi je suis tellement obstinée que j'ai voulu aller au bout et que j'ai énormément souffert. Mais la Méditerranée, je ne me fixerai pas d'objectif, surtout que je fais partir en septembre et que je sais qu'à partir de fin septembre c'est compliqué de marcher parce que là tu vois il fait nuit à 19h, à 20h, c'est insupportable, tu peux rien faire, il fait froid, il pleut. Octobre, voilà, il commence à faire vraiment froid, même sur la Méditerranée, je pense. Et donc, je sais pas combien de temps je vais partir, mais en tout cas, je partirai, je pense, le 1er septembre 2024. Et je vais pas me fixer d'objectif parce que j'ai envie d'y aller cool. En fait, mon Tour de France à pied, c'est avant tout fait pour kiffer, pour être dans la nature, pour prendre mon temps, pour bivouaquer, pour être seule, pour rencontrer des gens, pour kiffer. Donc, tu vois, les Pyrénées, j'ai tellement souffert. Même si j'aurais pas pu vraiment aller plus lentement parce qu'à un moment donné il fallait que j'avance pour me ravitailler et tout, mais la Méditerranée je sais qu'il y aura des campings partout, il y aura des villes partout, il y aura des épiceries partout, donc ça posera d'autres problèmes, ne serait-ce que pour trouver un endroit où bivouaquer ça va être très compliqué. Je pense pas trop qu'il y ait de forêt au bord de la Méditerranée, mais au moins je peux me dire qu'il y aura moins de dénivelé et que je vais pouvoir avancer plus vite ou avancer lentement si j'ai envie. Mais si je me fixe pas d'objectif, c'est pas problématique, je pourrais prendre mon temps, quoi. Voilà, j'ai super froid, il faut que je monte ma tente, que je fasse ma toilette à la rivière et que je fasse mes étirements et que je dîne, et tout ça avant la tombée de la nuit qui va tomber dans 1 heure. Donc c'est très chaud, donc je vais vous laisser. Et puis j'espère que cet épisode vous a plu. Que vous avez aimé suivre mon Survivor Tour 2023, ma traversée des Pyrénées. Si vous voulez vous lancer vous aussi dans les Pyrénées, bon courage. Préparez-vous et faites-la en une seule fois ou en différentes étapes. Moi, je trouve ça tout aussi difficile dans les 2 cas. Et puis je ferai peut-être un épisode pour vous expliquer quel matériel j'ai pris. Je sais ça n'a pas vraiment de rapport avec Sologamy, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce que j'utilise comme matériel, et je pense que ça pourrait faire l'objet d'un petit épisode, même si je suis incapable de faire des petits épisodes puisque j'en suis déjà à 54 minutes d'enregistrement. C'est une catastrophe. Enfin, c'est pas une catastrophe, mais bon, c'est un peu... Moi, j'aimerais faire des épisodes de 30 minutes max et j'y arrive pas. Voilà, mais ça m'a fait plaisir de raconter ces histoires, ça m'a fait marrer. Vous devez vous dire que je suis extrêmement badass, extrêmement courageuse, que vous auriez jamais supporté ces épisodes
dans le vent, sous les orages, dans la pluie, mais franchement c'est qu'un petit extrait de tout ce qui s'est passé. La plupart du temps je suis tranquille, là tu vois il pleut pas, tout va bien. Mais oui, je suis courageuse et je pense que tout le monde l'est. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sologamy. Écoutez, si vous voulez soutenir le podcast, je ne peux que vous inviter à partager cet épisode avec vos proches, à mettre des petits commentaires, des petits likes où vous voulez, et à rejoindre ma communauté Patreon ou à faire un don sur ma cagnotte Tipeee comme d'habitude. Plus que jamais, c'est important. Voilà, pour ce qui est de Sologamy, je vous annonce aussi en avant-première que la semaine prochaine arrive un épisode officiel, hein, le nouvel épisode, le premier épisode de la saison 4 de Sologamy, je pense. Ce sera avec Elisa Rojas, qui est une militante handicapée anti-validisme, qui s'appelle donc Elisa Rojas, j'ai déjà dit, qui est avocate aussi. Et qui m'a fait l'honneur de me donner une interview il y a quelques mois, donc je la publie début octobre. C'est sur le sujet célibat et handicap et c'est passionnant, donc j'ai très hâte de vous la faire écouter. Et Sologamy va reprendre voilà toutes les semaines comme c'est le nouveau rythme, avec des épisodes soit avec des invités pour parler de sujets en rapport avec le célibat, soit toute seule pour parler de mon expérience du célibat. Et puis l'été prochain, le Survivor Tour, il y aura encore des épisodes en immersion avec moi. Voilà. Et puis toujours les rediffusions. N'hésitez pas à écouter les épisodes qui vous intéressent parmi les rediffusions. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse si c'est consenti. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.